voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet atelier de m'avoir invité. Ça m'a permis de retrouver des amis, puis d'en faire de nouveaux. C'est toujours très intéressant pour nous, quand on travaille sur des maladies tropicales, d'aller sur le terrain et de rencontrer des gens qui ont des expériences différentes. Et puis la deuxième raison, c'est que c'est la première fois que je viens à Madagascar. On m'en avait beaucoup parlé, et je dois dire, on ne m'avait pas menti quand on m'avait dit que c'était un pays magnifique. Le peu que j'en ai vu jusqu'à présent, je peux dire que c'est vraiment un pays dans lequel on va certainement avoir envie de revenir. Alors, je propose de vous parler de l'anémie et du paludisme, parce que vous en doutez bien, c'est un sujet qui nous intéresse dans le cadre de notre activité de recherche, et puis surtout je pense que c'est un sujet un petit peu négligé. Donc on va essayer de faire un tour d'horizon de ce problème. Voilà. Et je vous propose de diviser mon exposé en 4 parties. Premièrement, quelques données épidémiologiques sur la morbidité de l'anémie palustre. Deuxièmement, ce qu'il faut comprendre sur l'anémie. Troisièmement, nous verrons la physiopathologie de l'anémie palustre. Enfin, nous verrons ce qu'il faut faire pour essayer de la prévenir. Alors, lorsque l'on parle de sévérité du paludisme, on pense tout de suite au neuropaludisme, mais il y a eu quand même énormément de publications, tant d'observations cliniques que de physiopathologie, et on a un peu tendance à oublier l'anémie. Alors, c'est dommage parce que, voilà, cette maladie est négligée. Elle attaque souvent, principalement, préférentiellement, les enfants et les femmes enceintes. Elle est multifactorielle, elle est liée notamment au niveau de transmission de la maladie, à certains facteurs génétiques et à l'état nutritionnel. C'est-à-dire qu'elle s'intègre en fait dans un tout environnemental. C'est peut-être ce qui fait que jusqu'à présent, les prises en charge des anémies en zone de transmission palustre ont été un petit peu négligées parce que les interventions ont peut-être été un peu décevantes. Alors quelques chiffres pour montrer que c'est un problème qui est quand même important en santé publique. La prévalence de l'anémie, je vous ai mis entre guillemets palustre, il serait peut-être plus correct de dire la prévalence de l'anémie en zone de transmission palustre, parce que, encore une fois, et vous le verrez tout à fait à la fin de l'exposé, il y a plusieurs facteurs qui interviennent en plus du paludisme. Vous avez en Afrique 31 à 90% des enfants qui présentent une anémie. Donc c'est quand même assez important. Quand vous regardez une étude plus récente en Tanzanie, 60%, donc un hématocrite inférieur à 25%, c'est quand même très bas, 60% des anémies sévères sont dues au paludisme. Quand vous regardez au Kenya, vous vous rendez compte que même si elle est multifactorielle, l'anémie est quand même liée au paludisme. Regardez ici les zones à forte transmission par rapport à une zone de faible transmission palustre. Chez les enfants de moins de 1 an, 50% d'anémie contre 20%. Et puis bien entendu, les pourcentages diminuent lorsque l'enfant grandit. Il y a encore une différence entre les zones de forte transmission de la maladie avec les zones de faible transmission de la maladie. Au Ghana, 41% à 18% des morts sont liés à l'anémie palustre. Alors il est toujours très difficile de faire la part des choses, vous comprenez bien qu'un malade est un tout, mais quand même, dans ces cas de rapportés de décès, l'anémie semblait jouer un rôle prépondérant. Alors donc ça, ce sont des situations aiguës, mais tous ceux qui ont l'habitude de faire de la clinique en paludologie savent qu'à l'opposé de l'anémie aiguë, il y a l'anémie chronique, qui est très, dont le tableau clinique ressemble étrangement à ce qu'on appelle le paludisme viscéral évolutif. Donc ce sont notamment, dans le cas que je vous rapporte, il s'agit de l'Inde, donc zone à faible transmission. Les patients présentent une anémie chronique. Il est difficile, quand on n'est pas prévu, de la rattacher au paludisme parce que ce sont des patients apyrétiques. Ils présentent une pancytopénie. Ils ont une hépatosplénomégalie, et par contre ils ont une parasitémie faible, voire inexistante. Donc vous comprenez que quand vous avez quelqu'un qui est apyrétique, qui présente ce tableau de pancytopénie avec hépatosplénomégalie, a priori vous êtes plutôt orienté vers une infection hématologique. Bon, il ne faut surtout pas les splénectomiser, mais au contraire rechercher, les interroger, et s'ils sont en zone de faible transmission, où ils s'automédiquent de façon un petit peu anarchique, il faut rechercher un paludisme. Alors, voici un graphe qui vous montre l'importance de l'anémie chez l'enfant. Vous avez ici les répartitions des cas de paludisme dans un hôpital de zone hyperendémique en fonction de l'âge. Les histogrammes noirs représentent le nombre de transfusions. Et vous voyez que dans la tranche 0 à 1 an, sur en gros un peu plus de 1000 accès palustres, il y en a presque 200 qui ont été transfusés. Alors, 200 transfusions chez un enfant de 1 an, vous voyez tout de suite les risques que cela peut induire. L'histogramme blanc vous montre au contraire le nombre d'anémies ayant un très faible hématocrite, moins de 15%, et en grisé vous avez les morts. La ligne maigre représente le nombre d'accès palustres observés dans l'hôpital. Donc vous voyez quand même, en zone hyperendémique,
dans les classes de 0 à 1 an, l'anémie joue un rôle extrêmement important en termes de mortalité, mais aussi, vous le devinez, en termes de iatrogénicité quand vous regardez le nombre de transfusions sanguines. Chez la femme enceinte maintenant, la femme enceinte, vous savez que, quel que soit le climat, elle est toujours exposée à une anémie. En Afrique, la prévalence varie de 60 à 80%. Il faut savoir que, comme pour le paludisme, elle intéresse essentiellement la primipare. Cette anémie est bien entendu aggravée par les carences inhérentes à la grossesse, c'est-à-dire essentiellement les carences martiales et les carences en folate. Et surtout, ce qui est très important, c'est que lorsque vous avez une femme enceinte anémiée, bien entendu, c'est une condition pathologique pour elle, mais n'oubliez jamais que c'est également une condition pathologique pour l'enfant. Car une femme anémique va donner naissance à un enfant de faible poids, et vous savez que ça en zone tropicale, c'est quand même un facteur aggravant de mortalité périnatale, enfant de faible poids, enfant prématuré, et surtout enfant anémique. L'anémie est physiologique chez l'enfant. Vers le 4e mois de vie, il épuise les carences martiales que sa mère lui a transmises, et il faut le supplémenter en fer. Il est certain que s'il a reçu encore beaucoup moins de fer de sa mère, l'anémie va être plus grande. Et ce qui est important, c'est que l'anémie dans l'enfance va vraiment obérer le développement de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant qui a été anémique très tôt dans sa vie risque d'avoir d'abord un cortège de maladies beaucoup plus important et surtout un retard au développement psychomoteur et aux acquisitions des fonctions cognitives. Ça veut dire que lorsque vous regardez une femme enceinte, vous la traitez elle, mais vous traitez aussi l'avenir de son enfant. Je crois que c'est un facteur assez important. Alors, autre exemple pour illustrer l'importance de l'anémie, en Thaïlande, sur plus de 4000 patients, on a regardé les facteurs de risque. Alors bien entendu, on trouve le jeune âge, on trouve la présence d'une hépatosplénomégalie, donc hypersténisme, le sexe féminin et une fièvre qui dure plus de 2 jours. Alors ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est regarder l'hématocrit chez les patients qui présentent une anémie. Quand ils arrivent à l'hôpital, ils ont déjà une baisse de l'hématocrit. Et puis ensuite, vous allez avoir un nadir au 7e jour. Et puis ensuite, l'hématocrit va remonter. Mais regardez, finalement, elle se normalise qu'à 30 jours. À 30 jours, on peut espérer que la parasitémie a été éliminée. Or, malgré une clairance parasitaire qui va survenir, disons, dans la première semaine, vous voyez que l'anémie persiste et remonte relativement lentement. Ça veut dire que vous avez, dans l'anémie palustre, une phase aiguë qui est due à l'attaque du parasite, mais également induction de toute une série de processus qui font que le retour à la normale de l'hématocrit va être beaucoup plus lent. Et il est certain que quand vous êtes en zone hyperendémique, eh bien vous avez plusieurs épisodes de ce type, et les patients vont avoir tendance à rester en permanence sous le niveau de normalité de l'hématocrit. Alors, un bref rappel sur l'anémie. L'anémie, si vous faites la littérature, vous voyez beaucoup de définitions. Moi, je vous propose une définition un petit peu académique, qui est basée non pas sur l'hématocrit, mais sur les concentrations d'hémoglobine. Attention, sous réserve qu'il n'y ait pas d'hémoconcentration ou d'hémodilution, parce que là, ça peut complètement biaiser votre calcul de taux d'hémoglobine. La normalité, c'est 13 grammes chez l'homme, 12 grammes chez la femme, un peu plus chez le nouveau-né, et un peu moins chez la femme en fin de grossesse. Donc ça, ce sont les constantes couramment admises en France. En zone d'endémie, il y a des définitions un peu académiques qui font intervenir le niveau d'hémoglobine, mais également l'absence ou la présence de parasitémie. Bon, je veux bien, il est certain que si on veut travailler ensemble, il vaut mieux avoir des définitions communes, mais n'oubliez jamais une chose, c'est que la parasitémie est très variable. Christophe Roger nous a montré des exemples il y a quelque temps, et que, quelle que soit la parasitémie, l'anémie persiste. Et l'anémie, elle peut être très très mal supportée, avec ou sans parasite. Alors, le diagnostic, n'oubliez jamais qu'il est essentiellement clinique, avec dans un premier temps des signes que vous connaissez tous, qui sont visibles, qui apparaissent d'abord à l'effort puis ensuite au repos, mais n'oubliez pas que les choses peuvent s'aggraver, et en cas d'hypoxie sévère, quand il y a véritablement une baisse de l'hémoglobine qui n'est plus compensée, qui est mal tolérée, vous pouvez avoir des angores, des insuffisances cardio-respiratoires, des accidents vasculaires cérébraux et des collapsus. Donc vous voyez de signes fonctionnels relativement modérés, qui apparaissent d'abord à l'effort, vous pouvez avoir des situations extrêmement aiguës et bien entendu mortelles. Chez la femme enceinte maintenant, chez la femme enceinte, eh bien l'anémie contribue, on l'a vu, à un retard de croissance et également à une augmentation de mortalité, surtout s'il y a une hémorragie dans le carpartum. Si la femme saigne, pour toute une série de raisons, eh bien elle ne pourra moins supporter cette spoliation sanguine si elle est déjà anémique avant l'accouchement. Et puis surtout, j'insiste encore une fois, car je crois que c'est très important, vous intervenez chez la femme, mais également chez l'enfant, avec toujours ce retard au développement psychomoteur. Alors,
quand on parle d'anémie, qu'est-ce qu'il faut comprendre? L'anémie, ce n'est jamais qu'un équilibre. En fait, plutôt un déséquilibre entre l'érythropoïèse, c'est-à-dire la fabrication de globules rouges, qui a lieu dans la moelle chez l'homme, et qui permet d'avoir des tas de petits globules rouges efficaces qui circulent dans votre sang et qui apportent l'oxygène à vos tissus. Donc, un déséquilibre entre l'apport et puis la perte de globules rouges, c'est-à-dire on vide la baignoire, les globules rouges s'en vont, et vous savez que ce phénomène est physiologique, puisque la durée de vie d'un globule rouge est d'en gros 120 jours, et que l'organisme a quand même une possibilité de s'adapter, car vous avez quelque chose qui est bien connu de ceux qui s'intéressent au cyclisme, l'EPO, l'érythropoïétine, qui ne sert pas uniquement à faire pédaler plus vite, mais qui sert, en cas de carence en globules rouges, mobiliser les ressources de la moelle osseuse pour multiplier par 8 la production de globules rouges. Donc, quand cet équilibre est rompu, soit parce que vous avez une diminution de production de globules rouges, en nombre, mais également en qualité, on verra que dans le paludisme, ça joue un rôle extrêmement important, la moelle est riche, mais elle n'est pas capable de donner des globules rouges. Un déséquilibre entre le nombre ou la production ou la qualité des globules rouges et puis l'hémorragie, par exemple du perpartum, ou au contraire une hémolyse. Alors, si vous voulez maintenant, il faut savoir quels sont les impacts du paludisme sur cet équilibre de l'érythropoïèse. Et on peut dire qu'il y a trois causes, il y a trois impacts du paludisme sur l'érythropoïèse. Dans un premier temps, le paludisme va agir en diminuant la production de globules rouges, c'est-à-dire qu'il va fermer le robinet. Deuxièmement, il va augmenter la destruction de globules rouges, c'est-à-dire qu'il va ouvrir les vannes et les globules rouges vont sortir du lit vasculaire pour aller être détruits dans la rate, nous allons le voir, etc. Et puis il y a une troisième chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'en zone d'endémie palustre, vous avez un certain nombre de facteurs associés qui jouent un rôle extrêmement important, surtout si vous voulez prendre en charge ces anémies. Ces facteurs associés vont encore déséquilibrer la diminution de production, l'augmentation de la destruction et provoquer une baisse de la concentration de l'hémoglobine. Alors voyons tout d'abord la diminution de production des globules rouges. Eh bien, il y a trois situations que l'on rencontre, dont deux extrêmement paradoxales. L'un, la moelle est déserte, il n'y a plus de fabrication de globules rouges, souvent à cause d'une anomalie dans la sécrétion de cette érythropoïétine, qui est une hormone qui favorise la progression de globules rouges. Et troisième situation, la moelle est riche, mais elle ne produit pas des globules rouges de bonne qualité. En fait, elle n'en produit pas parce que ça s'arrête au niveau réticulaire, il n'y a pas de relargage de réticulocytes. Alors, que se passe-t-il quand vous avez une hypoplasie de la moelle osseuse? Eh bien, tout simplement, vous avez une réduction, vous n'avez plus de fabrication d'érythroblastes, c'est-à-dire ces précurseurs des globules rouges qui restent dans la moelle. Chez l'enfant qui présente un accès grave, c'est ce que l'on voit le plus fréquemment, et de façon assez intéressante, depuis quelque temps, on est en train de se demander s'il n'y a pas dans le sérum des malades présentant un accès grave un facteur sérique qui inhibe la maturation des globules rouges. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des hématies parasitées, ça induit une anémie. Théoriquement, en cas d'anémie, vous avez sécrétion d'érythropoïétine qui va mobiliser les réserves de la moelle osseuse. Eh bien, en cas d'accès grave palustre, vous avez un facteur, on ne sait pas exactement ce qu'il est. Ce sont peut-être des substances d'origine parasitaire, ce sont peut-être des substances relarguées par le système immunitaire, notamment par les macrophages activés, qui bloquent la maturation des globules rouges. Donc, vous avez une moelle qui est déserte. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît, j'appuie. Ensuite, l'anomalie de l'EPO. Alors, l'EPO, c'est une hormone ou une cytokine qui est extrêmement à la mode en ce moment depuis les avatars de Richard Virenque. C'est une hormone qui est produite par le rein et elle est stimulée en cas d'anémie, ou en cas d'hypoxie plutôt. En cas d'hypoxie. Quand vous avez une hypoxie, quelle que soit sa cause, vous avez sécrétion d'EPO qui va stimuler la production de globules rouges. Dans l'accès palustre, les résultats sont assez contradictoires. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que d'une façon générale, on n'observe jamais un niveau d'EPO à la hauteur de l'anémie. C'est-à-dire que même s'il y a sécrétion d'EPO, il n'y en a jamais assez pour combler l'anémie. Elle est parfois abaissée, mais pas toujours au cours de l'accès palustre. Là encore, les études ne sont pas très cohérentes. On pense en fait que cette diminution ou cette inefficacité de l'EPO est liée à la riposte immunitaire de type inflammatoire, avec notamment le TNF et l'interféron gamma. Alors voilà un petit schéma
qui vous rappelle comment fonctionne le PO. Vous avez votre paludisme qui produit une anémie. Devant cette hypoxie tissulaire, les reins sont stimulés, vont sécréter de l'EPO, qui vont mobiliser les réserves de la moelle osseuse et entraîner une différenciation des cellules précurseurs en réticulocytes. Le réticulocyte passe dans la circulation, il mature, il devient un érythrocyte capable, un globule rouge, capable d'apporter de l'oxygène aux cellules, aux tissus qui en ont besoin. Eh bien, il semble qu'en cas dans l'acéphalus, il y a un dérèglement de ce système. Oui. Alors, nous avons vu la mauvaise production, la production insuffisante, le déséquilibre de l'EPO. Maintenant, une troisième situation, c'est la dysérythropoïèse, c'est-à-dire que cette fois-ci, la moelle est riche, il y a production de globules, enfin de précurseurs de globules rouges, mais ça ne va pas jusqu'au bout. On peut dire que la maturation stoppe de façon intermédiaire et vous n'avez pas de globules rouges relargués dans la situation. Alors, il n'y a pas de réticulocytose, alors que la moelle est pleine de cellules, et on pense que cette situation un peu paradoxale est liée à la présence, là encore, de cytokines de l'inflammation, et particulièrement du TNF. Et vous savez, pour ceux qui s'intéressent à la physiopathologie de l'acéphalus, qu'en cas d'acéphalus, du TNF, vous en avez énormément. Alors maintenant, voyons la deuxième façon d'expliquer l'anémie dans le paludisme. Ce n'est plus la production, mais c'est une augmentation de la destruction des globules rouges. Alors, il y a trois facteurs qui expliquent l'augmentation de destruction des globules rouges. Vous avez la rupture mécanique des globules rouges parasités, je vous renvoie au cycle du parasite. Vous avez une augmentation de l'activité de la rate, c'est la phagocytose splénique, qui détruit beaucoup plus de globules rouges qu'elle devrait le faire. Et puis vous avez une hémolyse des globules rouges parasités, GRP ici, mais n'oubliez pas de globules rouges non parasités. C'est-à-dire que véritablement, en cas d'acéphalus, il y a un emballement du système immunitaire qui va détruire des globules rouges non parasités. Et vous comprenez que cela va favoriser la diminution des globules rouges circulants. Alors, rupture des globules rouges parasités, je passe vite, c'est évident, au stade schizonte, éclatement du globule rouge, libération de mérozoïtes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce phénomène explique en petite partie l'anémie observée au cours de l'acéphalus. On pense que c'est d'un rapport de 1 pour 8. C'est-à-dire que pour un globule rouge parasité détruit, vous avez 8 globules rouges non parasités qui sont détruits également, alors qu'ils ne demandaient rien. C'est ce qui explique que l'anémie persiste plusieurs jours, voire plusieurs semaines après l'acquérance de la parasitémie sous l'effet du traitement. Alors, il y a une phagocytose augmentée. Vous savez, la phagocytose, c'est la capture d'éléments reconnus comme étrangers par les macrophages. Alors, les macrophages sont activés par une réponse de type TH1. Ça vous dit quelque chose, réponse de type TH1, ou pas du tout? Si, vous êtes... on va le résumer très rapidement. Donc, si vous voulez, les macrophages sont stimulés, ils ont faim, ils vont manger un peu tout ce qui se présente, ils vont manger notamment des globules rouges parasités, ça à la limite on peut penser que c'est une bonne chose, mais également des globules rouges non parasités. Il y a également une augmentation de la destruction des globules rouges non parasités dans la rate, essentiellement parce qu'il y a une modification de la membrane externe des globules rouges. C'est-à-dire que le globule rouge n'est pas parasité, mais subit l'influence de la parasitémie, de la maladie palustre, et sa membrane est modifiée, notamment elle est beaucoup moins souple, beaucoup moins pliable. Vous savez que le globule rouge, lorsqu'il attaque la traversée des capillaires, il se replie, il doit être extrêmement malléable pour pouvoir passer. Là, il devient rigide, il est reconnu comme étranger par la rate et il est détruit. Alors qu'encore une fois, il n'a pas de parasite. Et puis, il y a des modifications de la membrane, notamment d'exposition de certains phospholipides, qui ne devraient pas être exposés, et qui le sont, au cours de l'acéphalus, ce qui entraîne également une destruction de ce globule rouge non parasité par la rate. Alors, juste un petit mot sur le déséquilibre immunologique que l'on observe au cours du paludisme. Vous savez qu'en gros, on peut classifier la réponse immunitaire en réponse de type TH1 et réponse de type TH2. La réponse TH1, c'est la réponse cellulaire, c'est-à-dire interaction des cellules du système immunitaire. La réponse TH2, c'est plutôt une réponse humorale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que TH1, c'est la réponse de l'inflammation, alors qu'au contraire, TH2, c'est une réponse qui va avoir tendance à calmer l'inflammation. Quels sont les cytokines intervenants? Eh bien, dans la réponse de type TH1, c'est le TNF et l'interféron gamma.
qui vont être responsables notamment de sécrétion de dérivés nitrés. Et vous savez que ça, cette réponse inflammatoire, elle est destinée à tuer l'envahisseur, mais parfois la réponse dépasse un peu l'objectif. Elle tue l'envahisseur et puis aussi elle endommage les tissus environnants. Alors que la réponse de type TH2, elle est essentiellement médiée par l'IL-10, qui va avoir tendance à diminuer, si tout se passe bien, la sécrétion de TNF. Alors, le TH1 active le macrophage, donc le macrophage, on l'a vu, va manger les globules rouges parasités, ce qui est une bonne chose, mais il va aller plus loin parce qu'il va aussi détruire, phagocyter les hématocytes non parasités. Alors qu'au contraire, la réponse de TH2 va avoir tendance à désactiver le macrophage. Enfin, TH1 va avoir une action directe sur l'inhibition de l'érythropoïèse, d'où anémie, alors que la réponse de type TH2 va au contraire agir en synergie avec le PO, notamment l'interleukine 10, pour favoriser le relargage de globules rouges par la moelle osseuse. Et, bien entendu, dans le cadre de l'acéphalus ou du paludisme chronique, vous avez un déséquilibre en faveur du versant TH1, ce qui explique en partie l'anémie, et ce que vous savez peut aussi expliquer la physiopathologie des accès graves du paludisme. Alors, là il y a quelque chose d'un peu compliqué, on va passer assez vite, mais je tenais à vous signaler. Le globule rouge non parasité est détruit par la rate parce qu'il est rigide, mais encore, en plus, si vous voulez, il bénéficie d'une réponse immunitaire médiée par les anticorps que l'on peut assimiler à une auto-immunité. C'est-à-dire que les anticorps que vous sécrétez vont attaquer des globules rouges qui ne sont pas parasités. Donc vous voyez, la réponse immunitaire va au-delà de ce qu'on lui demande. Alors, notamment, au cours du paludisme, il va y avoir exposition sur la surface des globules rouges parasités de certains épitopes qui sont cachés, notamment la bande 3, c'est une structure protéique qui fait partie du squelette du globule rouge. Théoriquement, il est caché. Là, à cause de l'attaque si vous voulez, oxydative, la réponse inflammatoire, il est exposé. Comme il n'est pas reconnu, puisque théoriquement il est caché, il y a des anticorps qui arrivent. Fixation d'un anticorps sur un antigène, ça va favoriser la destruction du globule rouge. Ensuite, vous le savez peut-être, mais lorsque vous avez un cycle érythrocytaire, vous avez des quantités d'antigènes qui sont libérés dans la circulation. Certains de ces antigènes vont se mettre sur la membrane d'un globule rouge non parasité. L'antigène parasitaire est reconnu comme un étranger, donc il va y avoir sécrétion d'anticorps. Et là encore, vous avez le couple antigène-anticorps qui va favoriser la destruction de ce globule rouge. Et puis enfin, vous avez des immunocomplexes, vous avez cette association antigène-anticorps circulante. Il faut savoir que le globule rouge, chez l'homme en tous les cas, est certainement la meilleure façon de se débarrasser des immunocomplexes. Le seul problème, c'est quand vous avez des immunocomplexes qui se fixent sur un globule rouge, vous avez le complément qui passe par là et qui provoque la mise du globule rouge. Donc vous voyez, il y a des anomalies au niveau de la production, il y a également des anomalies au niveau de la destruction du globule rouge. Il faut savoir que l'anémie dans le paludisme, ça peut être une maladie d'immunitaire. Alors voyons maintenant les facteurs associés. Donc la troisième cause de l'anémie que l'on observe au cours du paludisme, ces facteurs associés, ils sont extrêmement divers et variés, mais tous vont avoir tendance à déséquilibrer la balance en faveur de l'anémie. Alors, ceux qui sont assez connus, je vais passer assez rapidement, c'est l'hémoglobine S. Vous savez qu'elle protège contre le paludisme, et quand on a un trait hémoglobine S, et bien parfois on est plutôt protégé, et l'expérience montre en zone endémique que les gens qui sont porteurs de ce trait ont moins d'anémie. Il y a certains profils HLA. Certains profils HLA semblent protégés contre le paludisme, ça a été démontré à plusieurs reprises, et bien entendu il y a moins d'anémie. Il y a notamment un profil particulier sur un gène promoteur de sécrétion du TNF-alpha. Et lorsque vous êtes homozygote pour ce gène, notamment TNF2, eh bien, vous avez une augmentation de la prématurité, vous avez une augmentation de la mortalité infantile, et vous avez augmentation des parasitémies, ce qui, bien entendu, va conclure, in fine, à aggraver l'anémie. Donc on peut dire que dans une zone donnée, nous ne sommes pas tous égaux devant l'anémie du paludisme et devant le paludisme de façon générale. Il y a déjà notre patrimoine génétique qui va intervenir pour moduler la morbidité de la maladie. Deuxième facteur associé, les carences alimentaires. Alors cette fois-ci, on n'est plus du tout dans le domaine des maladies infectieuses, on est plutôt dans le domaine de la nutrition, mais encore une fois, un malade et un tout. On peut avoir le paludisme et être carencé en fer, ça va aggraver votre anémie. On peut avoir le paludisme et être carencé en acide folique, et je pense particulièrement pour ces deux conditions aux femmes enceintes, et bien entendu, c'est encore un facteur aggravant de l'anémie.
Ensuite, il peut y avoir toute une série de déficits, notamment en vitamine A et en zinc, qui peuvent intervenir peut-être de façon modeste, mais qui contribuent encore à aggraver ce déséquilibre. Alors tout ça c'est important parce que lorsque vous aurez une femme enceinte ou lorsque vous voudrez régler le problème de l'anémie dans votre hôpital, ne vous focalisez pas uniquement sur le traitement antipaludisme. Autre facteur associé, ce sont les co-infections. Et notamment une co-infection qui est à la mode à l'heure actuelle, c'est le VIH. Il y a une association VIH-palud. Au début de l'histoire du VIH, on se dit le paludisme va devenir une maladie opportuniste et on va avoir augmenté les accès graves. En fait, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu une augmentation des accès graves. Par contre, on a vu quand même une influence beaucoup plus pernicieuse du VIH et du paludisme. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, on pense que ces deux maladies, VIH et paludisme, agissent de façon synergique. Elles agissent de façon synergique pour, en particulier, augmenter le risque de prématurité, d'anémie et de retard de croissance intra-utérin. En plus, et ça c'est beaucoup plus perfide, l'HIV, ou le VIH, augmente la parasitémie placentaire, donc bien entendu provoque une placentite, altère les échanges mère-enfant et aggrave encore le retard de croissance. Et le parasite, le plasmodium, favorise ou augmente le risque de passage du VIH. Donc vous voyez, il y a véritablement une potentialisation de ces deux maladies. Et puis bien entendu, vous le savez tous, en tant que médecin habitué à exercer en zone tropicale, vous avez notamment les helminths, l'ankylostomose notamment, alors je ne sais pas si elle est très importante à Madagascar, mais l'ankylostomose est un facteur d'anémie extrêmement important du fait de la foliation sanguine qu'il provoque. Autre facteur associé, le profil épidémiologique du paludisme. Quand vous avez une transmission pérenne, vous avez beaucoup plus d'anémie chronique. Quand vous êtes en zone de résistance et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir les médicaments appropriés, vous allez décapiter sur le plan clinique l'accès palustre, mais vous allez laisser une parasitémie proliférable abrupte, donc bien entendu, risque d'anémie. Vous avez des facteurs associés, je n'ai pas dit parce qu'on en a déjà parlé, associés au terrain, notamment la grossesse et l'enfant. N'oubliez pas que la grossesse et l'enfant sont des personnes ou des terrains particulièrement exposés à une anémie d'origine multiple. N'oubliez pas non plus que l'enfant, de façon, j'allais dire, physiologique, naturelle, présente un déficit en fer, une carence martiale, vers l'âge de 4 mois. Bien entendu, en zone endémique, cette carence en fer va perdurer au-delà de la première année et avoir des conséquences catastrophiques. Alors, nous venons de voir un petit peu les causes multiples de l'anémie en zone de transmission du paludisme. Ce que je vous propose maintenant de voir, pour conclure, c'est rapidement les interventions que l'on peut mettre en œuvre pour régler ce problème. Et vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. On peut dire qu'il y a 4 niveaux d'intervention. Vous avez bien entendu la prévention du paludisme. Ça, c'est quand même supprimer la cause, et de toute façon, ça ne peut pas faire de mal. Deuxièmement, vous avez la prévention et le traitement, ou le traitement des co-infections. En fait, vous avez, en troisième position, vous avez la correction des carences, et puis bien entendu, il ne faut pas l'oublier, la prise en charge des formes aiguës. Quand vous voyez arriver dans votre hôpital un enfant qui a un hématocrit complètement effondré, qui est en train d'hyperventiler, qui est semi-comateux, il faut le prendre en charge de façon immédiate. Alors, prévention du paludisme, alors je pense que dans la salle il y a des gens beaucoup plus compétents que moi, mais vous retrouvez bien entendu la moustiquaire imprégnée, l'élite antivectorielle et l'utilisation d'antipaludiques, c'est peut-être un des aspects le plus original de la question, avec l'utilisation de moustiquaire imprégnée. Alors je sais que dans la littérature, les résultats peuvent être un peu contradictoires, mais enfin il y a quand même des zones dans lesquelles la mise sous moustiquaire imprégnée d'enfants a augmenté leurs paramètres biométriques et a notamment réduit l'anémie. Chez les femmes enceintes, là encore, on a une diminution de la parasitémie, notamment de la parasitémie au niveau placentaire, et une amélioration du poids de naissance de l'enfant. C'est une mesure qui est relativement facile à mettre en œuvre, elle n'est pas très chère, elle est efficace. En fait, je crois, mais ça vous ne serez peut-être pas de mon avis, vous aurez certainement une expérience personnelle à donner, le problème est celui de convaincre les gens d'utiliser. Le traitement préventif intermittent. Alors ça c'est quelque chose d'un peu plus récent, si on peut dire.
enfin qui revient un peu à la mode, c'est tout simplement un traitement curatif, et on utilise des zones curatives, celles qu'on utilise pour traiter un accès, de façon systématique, quel que soit le niveau de parasitémie et quelle que soit la présentation clinique du patient. Alors ceci a été essentiellement utilisé chez la femme enceinte, notamment au Mali assez récemment, où on donne 2 doses de Fansidar au cours de la grossesse, sans se préoccuper de l'état clinique et parasitologique de la patiente. Et on s'aperçoit qu'on a une réduction de la parasitémie placentaire, on a une amélioration de l'anémie, on a une augmentation du poids de naissance, et tout ça, ce sont des facteurs extrêmement importants pour l'avenir de l'enfant. Une autre étude, utilisant une autre association thérapeutique, mais selon le même schéma ou le même rationnel, a montré quand même que l'on était efficace. Alors, ce traitement préventif intermittent a quand même quelques points, quelques zones d'ombre sur lesquelles il faudrait réfléchir. Bien entendu, l'efficacité coût-bénéfice est un peu à adapter en fonction des différentes situations. S'assurer de l'absence d'effets secondaires, bien entendu. On a beaucoup reproché à ces traitements préventifs intermittents de retarder l'apparition de la prémonition. Il y a eu quelques publications qui ont montré que lorsque l'on arrêtait le traitement, il y avait un rebond de la parasitémie. Et puis bien entendu, ce que beaucoup de personnes craignent ici, c'est la sélection de résistance, notamment avec le Fansidar. Donc on pourra en reparler à la fin de l'exposé. Les formes aiguës. Les formes aiguës, il n'y a pas de problème. Vous avez un patient qui a un hématocrit effondré, qui le supporte très mal. La première chose à faire, c'est de transfuser. Mais vous savez tous que la transfusion l'expose à une iatrogénicité extrêmement élevée, notamment le risque de transmission du VIH ou de l'hépatite C. Le deuxième risque est purement mécanique, et ça je l'ai observé quand j'ai travaillé à Kinshasa, c'était la surcharge volémique. Vous avez un enfant qui a déjà une pneumopathie au cours de l'acéphalus. Bon, vous lui mettez la quinine dans un bras, vous lui mettez une poche de sang dans l'autre, vous augmentez le compartiment vasculaire. Et qu'est-ce que vous risquez de provoquer? Carrément un œdème du poumon. Et vous avez des greffes tissus folles dans cette condition. Et puis bien entendu, n'oubliez pas le traitement antipallitique qui vient en plus de la correction de l'anémie. Le traitement de l'acéphalus, il faut utiliser un traitement rapide et efficace qui va réduire l'anémie, mais n'oubliez pas quand même la bonne utilisation des antipalliatiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, vous connaissez la saga des antipalliatiques et leur risque d'effets secondaires, notamment en termes de santé de population. L'éco-infection. L'éco-infection, bien entendu, la prévention du VIH, même sur abstraction de son impact sur l'anémie, c'est quand même quelque chose qu'il faut établir au niveau collectif. Il vaut mieux éviter d'attraper le VIH. Par contre, on peut être beaucoup plus actif sur le déparasitage intestinal, et dans certaines régions, on s'est rendu compte que du mébendazole, du Vermox, donné de façon itérative chez des jeunes enfants, améliorait considérablement l'anémie, et surtout améliorait la croissance staturopondérale. Donc bien entendu, vous avez un enfant qui n'est pas anémique, vous avez un enfant qui grossit, c'est un enfant qui est beaucoup mieux armé pour affronter les infections classiques que vous avez dans les premières années de vie. Alors que si vous avez un malheureux gosse qui a une anémie faible, qui n'a pas de prise de poids, c'est une proie extrêmement facile pour toutes les maladies infectieuses de l'enfant. Et vous savez que cela grève considérablement la mortalité périnatale dans ces pays. Les carences nutritionnelles, là encore, c'est facile, il suffit d'apporter du fer et de la vitamine B12, c'est facile. Sous réserve, ce n'est pas fait parce qu'il faut avoir une structure qui permettent d'avoir accès à toutes les femmes enceintes, à surveiller leur prise de micronutriments. Et bien entendu, vous savez tous que ce n'est pas toujours bien réalisé. Alors en conclusion, je vais vous dire que l'anémie, et je mets en rouge en zone de transition palus, parce que je pense que l'anémie d'origine palus, ou l'anémie paludéenne, je ne sais pas quel est le terme exact, ils sont assez variables, et peut-être un abus de langage. Le paludisme est certainement une grosse cause d'anémie, mais n'oubliez jamais qu'il intervient chez une personne qui a d'autres facteurs anémiants. Quoi qu'il en soit, il faut savoir que c'est fréquent et ça peut être très grave. Vous avez un impact à court terme sur le patient, mais n'oubliez jamais que quand vous avez aussi un impact à long terme chez l'enfant en agissant sur la femme enceinte. N'oubliez jamais également que c'est quelque chose de multifactoriel, donc une maladie, un état pathologique qui nécessite une prise en charge globale. Donc, et je vais m'arrêter ici, on peut dire que sans être outrageusement politiquement correct, la prise en charge et le traitement de l'anémie en zone de transmission du paludisme, c'est vraiment dans le développement durable. Je vous remercie.